Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons aborder l'historisation des variables sur ProView et notamment avec la mise en œuvre donc, de la base de données MySQL. Alors, tout d'abord, regardons un peu les différentes configurations que l'on va pouvoir retrouver lors de la mise en œuvre d'un environnement de sauvegarde. Alors, première configuration à une seule station. C'est principalement le cas bien sûr des stations de développement où on a uniquement que l'environnement de développement qui est installé. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire d'installer quoi que ce soit au niveau de ProView, tout simplement parce que l'environnement de développement inclut également l'environnement de sauvegarde. Donc ici, on aura simplement à installer MySQL. Ensuite, la configuration numéro 2, vous avez deux stations. Vous avez une station qui joue le rôle à la fois de station process et de station opérateur numéro 1, raccordée donc avec une station opérateur numéro 2. Dans ce cas également, il ne sera pas nécessaire d'installer le package de l'environnement de sauvegarde, tout simplement parce que à la fois le runtime ou éventuellement un environnement de développement qui peut être ici installé sur la station process inclut déjà donc l'environnement de sauvegarde. Donc ici, on aura également uniquement que MySQL à installer donc sur la station process. Et enfin, troisième configuration, où ici on a une ou des stations opérateurs raccordées avec une station process dédiée, ainsi que donc une station de sauvegarde dédiée. Dans ce cas, bien sûr, ici, il va falloir installer sur la station de sauvegarde l'environnement de sauvegarde, ainsi que MySQL sur la station de sauvegarde. Alors, juste à préciser, c'est un rappel que je fais ici par rapport à OpenSSH Server. Lorsque vous installez vos distributions Linux sur vos stations, vous avez simplement que OpenSSH Client qui est installé par défaut. Par contre, OpenSSH Server sera indispensable sur les stations qui ont pour rôle notamment à fournir des informations aux autres stations. Donc dans le cas de la configuration numéro 2 par exemple, la station process devra être équipée de OpenSSH Server. Il faudra installer OpenSSH Server sur cette station. Et dans la configuration numéro 3, eh bien, vous aurez également à la fois la station process mais également la station de sauvegarde qu'il faudra également équiper de SSH Server, OpenSSH Server. Alors, regardons à présent un petit peu le process, le principe de fonctionnement de l'historisation des données. Donc ici, je vous ai représenté en bleu les différentes parties qui se trouvent au niveau du système ProView. En partant de la gauche, vous avez d'abord l'application. Notre application, notre projet va tourner soit dans un environnement de développement, soit dans un runtime. Cette application va ensuite, pour les historisations des données, va faire appel aux fonctionnalités de l'environnement de sauvegarde. Cet environnement de sauvegarde, je rappelle, est inclus à la fois dans le runtime, dans l'environnement de développement, et puis bien sûr dans l'environnement de sauvegarde lui-même. Et ensuite, cet environnement de sauvegarde, lui, va faire le lien avec la base de données MySQL. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de l'application, ce sera totalement transparent au niveau de la communication avec la base de données MySQL. On n'aura pas à définir des règles des requêtes pour aller interroger la base MySQL, etc. Tout ça, ce sera totalement transparent. Alors petite remarque également, le fait d'utiliser MySQL pour faire la fonction d'historisation de données va nous permettre éventuellement aussi de pouvoir partager ces informations avec d'autres utilisateurs. Et je fais référence ici par exemple à des applications bureautiques, comme par exemple des bases de LibreOffice qui est compatible avec MySQL, donc ce qui va permettre de récupérer éventuellement après ces informations vers des applications bureautiques pour en faire des rapports, pour faire des analyses statistiques, des choses comme ça. Alors, regardons à présent un petit peu les différentes fonctions de courbes que l'on va retrouver sur ProView. Alors, sur ProView, on va retrouver essentiellement trois types de courbes. On va avoir ce qu'on appelle les fast curves. Alors je ne vais pas trop détailler ce type de courbe ici parce que je ne vais pas du tout
l'exploiter ici dans ce tutoriel. Ce sont des courbes un peu particulières que l'on va déclencher sur événement. J'ai pas encore eu très honnêtement l'occasion en fait de les tester, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur ce type de courbes. Ensuite, donc vous avez les courbes, les trends, hein, les courbes classiques, on va dire, divisées en deux groupes. Vous avez les objets de type DS Trend, qui sont des courbes simples à une seule voie, avec un buffer de 500 samples affecté donc à cet objet, à DS Trend. Ensuite, vous avez des objets de type DS Trend Curve, qui sont des enregistreurs dont on peut affecter jusqu'à 10 voix pour chacun des objets donc DS Trend Curve. Par contre, ces objets ont des buffers qui sont configurables. C'est des buffers qui vont de 1 kilo-octet jusqu'à 200 kilo-octets. Donc ça, c'est fonction du nombre de samples que l'on veut afficher, enfin en tout cas de la période de temps que l'on veut afficher sur notre enregistreur. Alors je donne juste ici comme exemple, un buffer de 100 kilo-octets par exemple représente à peu près 25 000 samples. Donc ce qui donne déjà une petite idée de la quantité d'informations et de temps qu'on va pouvoir afficher sur une seule vue de courbe. Alors autre fonction intéressante également des objets DS Trend Curve, c'est que vous avez une fonction de freeze au niveau des informations, hein, ce qui va nous permettre après d'accéder donc à une fonction d'historique au niveau donc des courbes qui seront donc disponibles sur le DS Trend Curve. On le verra tout à l'heure lors de la manipulation. Et enfin, troisième type de courbes qui sont les courbes d'historique. Donc ça, c'est une fonction qui est disponible à partir donc de l'environnement opérateur, où vous allez donc pouvoir ouvrir une fenêtre sur laquelle sera listé donc l'ensemble des variables qui auront été historisées dans votre application, et vous allez donc pouvoir après aller rechercher l'historique donc de ces variables. Alors, dernière remarque donc concernant les quantités d'informations qu'on va pouvoir stocker et historiser. En fait, ProView ne donne aucune limite en termes de nombre de variables et de temps de stockage au niveau des variables. En fait, ça va être plutôt la capacité de votre disque dur qui va déterminer finalement la limite, hein, des quantités de variables et du temps que vous allez pouvoir stocker. Alors, je donne juste un exemple ici que j'ai retrouvé dans la documentation de ProView. Il précise par exemple pour une variable avec un scan time de 10 secondes, c'est-à-dire avec donc un enregistrement de cette variable dans la base de données toutes les 10 secondes, nécessite à peu près 150 mégas pour un enregistrement sur un an. Donc, ce qui veut dire à peu près, si vous aviez un disque dur de 1 Tera, eh bien, vous pourriez avoir à peu près plus de 6000 variables que vous pourriez enregistrer sur une année. Voilà. Alors, avant de passer donc à la partie programmation sur ProView, on va déjà regarder donc la procédure pour la mise en œuvre donc de MySQL. Alors, première chose à faire bien sûr, c'est d'installer donc MySQL Server. Donc le plus simple, c'est d'utiliser votre gestionnaire de logiciels de votre distribution. MySQL Server est disponible dans les dépôts, donc pas de souci particulier ici pour l'installation donc de ce paquet. Une fois que vous avez installé donc MySQL Server, il va falloir ensuite donc configurer MySQL pour donner l'accès donc à l'utilisateur PWRP, qui est donc l'utilisateur de votre session ProView. Pour ce faire, on va ouvrir un terminal et on va taper les lignes suivantes. Donc première chose à faire, donc c'est de se loguer sur MySQL. Pour ce faire, donc on tape MySQL espace-u espace route espace -p et on valide. À partir de là, donc l'invité va vous demander le mot de passe pour le route. Donc le mot de passe du route, enfin dans mon cas ici c'est PWRP, normalement dans votre cas ça doit être la même chose également. Vous allez obtenir ici donc l'invité de commande de MySQL, et ensuite donc on va taper la ligne qui se trouve ici avec l'ensemble des caractères, y compris le point virgule ici à la fin. Hein, donc grand, all on, étoile, point étoile, tout, ici c'est le simple guillemet, ici, PWRP, simple guillemet, arrobas, simple guillemet, localhost, simple guillemet, et point virgule. Donc le localhost ici, pourquoi? Parce qu'il fait référence tout simplement au fait que l'environnement de sauvegarde, il est installé sur la station sur laquelle on est.
Donc vous validez cette ligne. Normalement, vous devriez recevoir donc une réponse qui signale que, que la demande d'accès a été réalisée avec succès. Et ensuite, donc, on va quitter donc, MySQL, tout simplement anti/q et vous validez. Et ensuite, donc, vous fermez votre terminal. Donc, on va passer maintenant donc, à la partie programmation donc, de notre projet. Alors, chose que je n'avais pas dite en début de tuto, dans ce tutoriel, je ne prendrai comme cas de figure uniquement l'hypothèse où on est donc sur un environnement de développement donc qui intègre déjà l'environnement de sauvegarde. Hein, je ne parlerai pas ici donc de la partie programmation d'une station dédiée pour la sauvegarde. Je ferai peut-être un autre tuto un jour pour cette partie-là, qui est un peu plus particulière, on va dire, par rapport à ce qu'on va aborder dans ce tuto. Donc pour l'instant, on considère qu'on est sur une station de développement avec donc l'environnement de sauvegarde déjà intégré dans cette station. Alors, concernant donc la mise en œuvre de l'historisation de données sur ProView. Alors, on va d'abord s'intéresser à la partie définition du node ici, car on va mettre en œuvre donc un certain nombre d'objets nécessaires donc pour déclarer ici donc la fonction de sauvegarde de données, de l'historisation de données. On va avoir donc les objets suivants: save server, save hist monitor et ds_trendconf, ainsi que en dessous ici de save hist monitor, on aura également un objet save hist thread qu'il va falloir définir ici. Alors ces objets là, on va les retrouver dans la partie node ici et dans la partie serveur ici. Voilà. Donc vous avez ici alors le save server qui est là, save historic monitor qui est là et save hist thread qui est ici et le ds_trendconf qui est ici. Alors ces objets, moi je les ai placés dans le répertoire serveur ici, qui est un répertoire qui est créé par défaut lors de la création de votre projet. Vous pouvez très bien créer votre propre répertoire si vous le souhaitez, mais enfin bon, moi je l'ai mis dans ce répertoire. Alors on va commencer par le premier objet, Save Server. On va regarder en quoi il consiste. Alors cet objet, pardon, excusez-moi, donc cet objet en fait, il est là uniquement pour déclarer le type de base de données que l'on va utiliser donc pour l'historisation. Donc par défaut, lorsque vous créez l'objet, c'est MySQL qui est sélectionné par défaut, mais vous voyez qu'il y a la possibilité d'utiliser d'autres types de bases de données. Cependant, l'équipe de développement de ProView conseille d'utiliser MySQL, parce que ça a priori été testé de façon plus conséquente sur ProView et ça présente une meilleure compatibilité. Donc on va laisser la valeur par défaut, donc c'est MySQL. Donc ici c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien d'autre à faire, il y a juste que l'objet à placer. Ok. Ensuite, on a l'objet Save Historic Monitor. On va regarder également cet objet. Voilà, donc ici c'est les paramètres par défaut qui sont placés ici, hein, notamment au niveau du scan time qui est fixé ici à 1 seconde, qui est la valeur minimale d'ailleurs, hein, on ne peut pas être en dessous. Le nom de l'objet, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet déjà? Cet objet en fait va comment dire, configurer un service qui va ensuite donc de façon cyclique aller donc historiser les variables. Donc quand on met ici un scan time de 1 seconde, ça veut dire simplement que ce service-là va être exécuté toutes les secondes. Alors, ensuite, associé à ce service donc de Save Hist Monitor, on va avoir donc ici des objets Save Hist Thread. Alors, on va également regarder en quoi est constitué donc cet objet. Donc ici, par défaut, le scan time il est fixé à 10 secondes, hein, c'est exprimé également en secondes ici. Par contre, ce qu'il va falloir ici fixer dans la configuration donc, de cet objet, c'est au niveau de l'attribut serveur node. Il va falloir mettre ici donc le nom de votre ordinateur.
Donc le plus simple, évidemment, pour retrouver ce nom, c'est tout simplement d'ouvrir un terminal. Voilà. Et au niveau de l'invité ici, vous avez le nom de votre station. Dans mon cas ici, c'est PC-dev2. Voilà, que vous placez donc ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet, donc save is thread? En fait, cet objet, c'est un peu dans le même principe que sur les objets destinés, le thread destiné aux automates. Cet objet ici va en fait déterminer la fréquence à laquelle votre variable va être donc historisée. Et donc ici par défaut, l'attribut scanTime est ici fixé à 10 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que chacune des variables que l'on va souhaiter donc historiser va être enregistrée dans la base de données avec une fréquence donc de 10 secondes. Alors si maintenant vous souhaitez par exemple enregistrer une variable non plus avec une fréquence de 10 secondes, mais par exemple avec une fréquence de 60 secondes. Eh bien dans ce cas-là, on a toujours la possibilité de créer un deuxième save is thread ici. Il suffit donc de le sélectionner là, de venir ici avec le pointeur de souris donc sur le symbole devant save server monitor ist monitor pardon, de faire un clic du milieu avec la souris pour insérer un deuxième objet ici. Et ce deuxième objet save is thread, on peut très bien lui mettre à ce moment-là un scanTime à 60 secondes et on affectera après aux variables, on va le voir dans un instant, aux variables donc que l'on souhaite historiser non plus à 10 secondes mais à 60 secondes, on va affecter ce thread particulier. Qui lui sera fixé donc avec un scan-time de 60 secondes. Et on peut créer autant de save is thread qu'on a besoin en fonction de l'historisation, enfin de la fréquence à laquelle on souhaite historiser nos variables. Bon, ici pour la démonstration, je n'ai créé qu'un seul save is thread avec donc une valeur de scan-time par défaut ici, donc de 10 secondes. Et enfin, dernier objet que l'on va venir donc placer dans l'arborescence de notre node ici, c'est le ds_trendconf. Alors, on va regarder également en quoi il consiste. Donc ici, c'est un objet dans lequel qui est paramétré également par défaut avec un scan-time de 1 seconde, qui va définir en fait une base de temps qui sera ensuite utilisée par les objets ds_trend que l'on va voir dans un instant. Donc ici, il n'y a rien d'autre à faire que simplement donner un nom éventuellement, mais autrement, au niveau du scan-time, vous le laissez à 1 seconde. Donc, alors, passons maintenant donc à la partie plant. Alors ici, donc, pour tester les fonctionnalités donc, des courbes, des vues de courbes, j'ai simplement créé un petit projet, constitué, par contre ça c'est une obligation, constitué donc d'une page de programme ici, d'une page PLC. Alors je rappelle donc que cette page doit contenir au moins un objet. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis ici un objet getAV dans lequel j'ai affecté une des variables. Voilà, donc vous n'avez qu'un seul objet sur cette page automate. Mais c'est indispensable, sinon à la compilation vous risquez d'avoir des erreurs. Voilà, de toute façon on ne va pas utiliser la programmation d'automate, parce qu'on n'aura pas besoin en fait de programmer quoi que ce soit pour tester nos courbes. Ok. Donc, pour tester donc, nos différents objets de courbes, j'ai donc créé deux groupes de variables. Le premier groupe que j'ai appelé donc machine 1 et le deuxième groupe machine 2. Dans le machine 1, j'ai déclaré donc ici 10 variables de type AV, de AV1 jusqu'à AV10. Et j'ai également déclaré donc deux objets ds_trendCurve, que j'ai appelé donc trend1 et trend2. Alors, au niveau des variables, il faut savoir que dès l'instant où vous placez donc un objet saveIst en dessous donc de votre variable, donc rattaché en tant qu'enfant de votre variable, eh bien vous allez automatiquement donc déclarer l'historisation de votre variable. C'est cet objet-là qui va historiser en tant que tel votre variable. Donc on va regarder un peu la partie paramétrage de cet objet. Donc cet objet que vous allez d'ailleurs retrouver ici dans Data Storage, saveIst, il est ici. Donc dans cet objet on va retrouver, eh bien, en attribut, ici dans l'attribut attribut,
on va retrouver donc le nom de la variable auquel il est rattaché. De toute façon, lorsque vous créez cet objet et que vous le placez donc en dessous de votre variable, ce champ est rempli automatiquement. Et normalement également, le champ trait d'objet est rempli également automatiquement. Donc c'est ici qu'on va définir effectivement donc quel thread va être associé à l'historisation de notre variable. Donc comme on l'a vu précédemment, bon, dans le cas présent ici, je n'ai déclaré qu'un seul thread avec à 10 secondes. Mais si par exemple j'avais un deuxième thread à 60 secondes, je pouvais affecter mon thread à 60 secondes à cette variable, ce qui voulait dire que cette variable était historisée uniquement que toutes les 60 secondes. Bon, ici je n'ai qu'un seul thread, donc ce sera toutes les 10 secondes. Vous avez également la possibilité de définir ici le temps pendant lequel donc la variable va être stockée dans la base de données. Donc ici le format du storage time ici c'est heure, 2 points, minute, 2 points, seconde, point, centième. Alors si vous le laissez par défaut ici, bien sûr il est à 0, si vous laissez cette valeur à 0, a priori la variable est sauvegardée pendant 24 heures. Ensuite, un autre paramètre qui peut être intéressant également, c'est le deadband ici. Le deadband en fait pourra être utilisé pour soulager un petit peu la base de données, pour ne pas avoir à sauvegarder systématiquement une variable qui ne bouge pas, notamment entre autres, mais également définir donc une bande morte dans laquelle tant que ma variable reste dans cette bande morte, la variable ne sera pas sauvegardée. Alors comment fonctionne donc cette deadband? Si par exemple vous avez une variable qui évolue entre une valeur de 0 à 100 et que vous mettez par exemple une deadband ici à 1, ça veut dire que tant que la variable ne bouge pas dans une fourchette de plus ou moins 0,5, c'est-à-dire l'attribut deadband divisé par 2, donc tant que votre variable n'évolue pas à plus ou moins 0,5, ce sera la dernière valeur de cette variable qui sera stockée. C'est tout. Dès l'instant où vous sortez donc de votre deadband, à partir de là, simplement, la variable est historisée. Donc ce qui permet évidemment de soulager, de soulager la base de données, de ne pas enregistrer donc, des valeurs qui ne sont pas significatives finalement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? C'est tout. Voilà. Donc chaque fois que donc vous placez un objet SafeHist associé donc à vos variables, ça va déclencher donc automatiquement l'historisation des variables. Donc dans mon cas présent ici, bien sûr, l'ensemble de toutes les variables que j'ai déclarées ont leur objet SafeHist associé, également dans cette partie-là. Alors ensuite, je referme tout ça et on va regarder maintenant donc les objets DSTrendCurve. Alors, je vais ouvrir ici le premier objet. Alors, les caractéristiques. Voilà. Alors là, il y a quand même pas mal de petites choses à voir concernant cet objet. Alors, premier paramètre, le scan time. Ici, par défaut, il est fixé à 1 seconde. Alors, le scan time, ça veut dire quoi? C'est en fait, ça va déterminer en fait la périodicité à laquelle donc l'objet DSTrendCurve va être exécuté. Donc ici, il est placé, le scan time est fixé à 1, ça veut dire donc que l'objet est exécuté toutes les secondes. Ensuite, on va trouver ici donc les attributs et les buffers. Alors, dans les attributs, on voit qu'ici donc on a en fait 10 attributs qui correspondent donc aux 10 variables que l'on va pouvoir affecter à cet enregistreur. C'est ici qu'on va venir placer le nom complet, donc .ActualValue également, le nom complet donc des variables qui seront affectées à l'enregistreur. Donc on voit bien qu'ici la variable AV1 c'est bien la variable qui est ici, c'est celle-là, etc. jusqu'à la variable AV5, jusqu'à ici. Ensuite, donc pour affecter ces variables, il suffit simplement donc de sélectionner AV1, de venir ici avec le pointeur de souris, faire un contrôle double-clic, et vous avez donc la variable qui est affectée ici. Alors il faut surtout ne pas oublier le .ActualValue parce que je crois qu'il ne se met pas automatiquement. Donc pensez à le rajouter ici manuellement. Ensuite les buffers. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure lors de la présentation des différents objets de trend, effectivement donc le DSTrendCurve
est un type d'objet de trend donc qui n'a pas de buffer intégré. Donc il va falloir lui déclarer des buffers pour chaque voie affectée à cet enregistreur. Donc c'est pour ça qu'ici, donc en dessous de l'objet trend, DS trend curve, vous voyez qu'on voit ici donc les différents buffers que j'ai affectés, à la fois pour les variables, mais également un buffer pour le temps, hein, pour l'axe des temps en fait. Hein. Et ici je l'ai appelé time, hein. Ça le nom après bien sûr vous fixez le nom que vous souhaitez. Hein. Et donc ces buffers on va les retrouver ici. Donc là même chose, il faudra les affecter manuellement. Donc vous sélectionnez le premier buffer ici, vous revenez sur les attributs de votre objet trend et vous faites un contrôle double-clic pour affecter donc le trend ici. Et vous faites ça donc pour l'ensemble de tous les trends. Et vous n'oubliez pas bien sûr également donc le trend du buffer time ici, enfin du time buffer pardon, que l'on va retrouver ici. Ok. Ensuite. Alors ensuite on a ici le time resolution qui est fixé par défaut en secondes, mais qui peut être également fixé en nanosecondes. Alors personnellement, je vois pas à quoi ça peut servir d'avoir une base de temps fixée en nanosecondes. Donc bien sûr, on va garder la base de temps par défaut en secondes. Et en fait, ce time resolution va définir donc l'unité de temps pour les paramètres suivants ici. Alors ici, on a le storage time. Le storage time que j'ai fixé ici à 200 secondes va correspondre à la période de temps que vous allez stocker dans l'ensemble dans vos buffers. Ensuite, le display time, que j'ai également fixé à 200 secondes, va définir la période de temps que vous allez afficher sur votre enregistreur. Le paramètre display resolution, fixé ici à 1 seconde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va venir toutes les secondes inscrire une valeur dans le buffer. Donc toutes les secondes on va venir écrire une valeur dans le buffer. Si vous mettez maintenant un display resolution à 4 secondes par exemple, ça veut dire que toutes les 4 secondes on va venir écrire une nouvelle valeur dans le buffer. Mais vous verrez aussi qu'au niveau du décalage hein, sur vos courbes, au niveau de l'affichage, ça aura aussi un impact bien sûr. Hein, vous verrez toutes les 4 secondes votre courbe se déplacer, quoi. Et enfin, le display update time, qui est ici fixé par défaut à 1 seconde. Ça, c'est le temps de rafraîchissement graphique de votre vue d'enregistreur. Donc ici, je vous invite à ne pas mettre des valeurs trop faibles, à laisser en fait 1 seconde, qui est largement suffisant. Parce que si vous mettez une valeur beaucoup plus faible, hein, 0,2 secondes par exemple, vous allez surcharger inutilement votre processeur, hein, ça ne sert à rien, donc laissez la valeur par défaut 1 seconde. C'est tout ce qu'il y avait à dire pour le moment sur cet objet. Ok. Alors concernant donc les buffers ici. Alors ces buffers vous allez les retrouver dans le répertoire ici, circular buffer là. Donc vous voyez il y a des buffers qui vont de 1 kilo de 1 kg jusqu'à 200 kg. Alors moi je les ai mis ici un peu par hasard, hein. Je n'ai pas calculé, si on voulait vraiment bien optimiser, il faudrait effectivement calculer le nombre de samples par rapport au temps, à la fenêtre de temps que l'on veut afficher. Ça peut déterminer une certaine quantité de mémoire qui permettrait d'optimiser par rapport au type de buffer que vous choisissez. Alors il faut juste avoir à l'esprit que ces buffers en fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement lorsque vous allez démarrer votre application, ces buffers vont systématiquement donc au démarrage donc du runtime réserver une plage de mémoire en mémoire vive, donc une réservation de mémoire permanente en mémoire vive, de façon donc à pouvoir afficher donc les fenêtres de temps et les fenêtres de données donc sur les enregistreurs. Alors si vous n'avez que quelques enregistreurs, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que maintenant les PC ils ont évidemment des mémoires relativement importantes. Mais si vous avez un projet où vous avez beaucoup d'enregistreurs avec beaucoup de voix et notamment des buffers de grande capacité, comme 200 kilooctets par exemple, quand vous faites le compte, ça peut représenter une occupation mémoire vive assez importante, quoi. Donc peut-être petit conseil à donner pour ceux qui ont beaucoup d'enregistreurs dans leur application, c'est peut-être de gonfler un peu la mémoire vive de l'ordinateur, de passer de 4 Go à 6 ou à 8, hein, voilà. À vous de voir après. Hein.
Donc ici, on va venir donc placer un objet buffer donc pour chaque voie affectée donc à notre enregistreur, plus une voie pour le temps, ici. Alors ici, je l'ai choisi un peu par donc 100 kilooctets, 200 kilooctets, j'aurais pu mettre 100 kilooctets ici, ça marchait très bien aussi, hein, compte tenu de la fenêtre que j'ai définie ici dans l'enregistreur, il n'y a pas de souci particulier. Ok, si je regarde maintenant le trend 2, le trend 2 c'est pareil, on retrouve également les buffers, là du coup j'ai pris 200 kg là, pour l'ensemble des variables, ainsi que pour la variable de temps. Au niveau de la programmation du DSTrendCurve, ici, eh bien, on retrouve bien sûr au niveau des attributs la même chose que tout à l'heure, donc l'affectation des variables, les buffers correspondants. Ici par contre, je suis parti sur un storage time à 5000 secondes. Bon, vous verrez tout à l'heure lors de l'essai la différence qu'il y a au niveau de l'affichage. Et au niveau du display time, je suis parti également sur 5000 secondes. Ok, pour l'instant, je n'ai rien de plus à dire concernant donc les DSTrendCurve. Alors, on va passer maintenant donc à l'objet DSTrend. Alors, DSTrend, vous voyez, lui, il est particulier. Hein, donc, on a dit que c'était un objet enregistreur à une seule voie. Donc, en fait, on va affecter à chacune des variables que l'on souhaite donc visualiser sur ce type de graphe, on va affecter un objet DSTrend. Donc, si on ouvre les propriétés de cet objet, on constate qu'au niveau du data name, on n'a uniquement qu'une seule variable, qui est la variable donc de la référence à la variable qui est ici. Alors, au niveau de cet objet, vous voyez qu'il n'y a pas de paramètre scan time ici. Il y a simplement un paramètre multiple. En fait, ce paramètre multiple, il va faire référence à la base de temps que l'on a définie précédemment dans l'objet DSTrendConf ici. Ici, on avait défini donc une base de temps à 1 seconde. Donc, pour cet objet, ce sera une fois une, donc c'est-à-dire 1 seconde également, qui est définie comme base de temps, comme scan time pour cet objet. Ici, on définit donc le... Alors, je rappelle donc que le DSTrend, c'est des objets qui ont donc un buffer intégré de à peu près 480 samples. Donc ici, on a défini, c'est une valeur qui est mise par défaut d'ailleurs, on a défini ici en storage time 239. Donc, comme on a mis une base de temps à 1 seconde, ça veut dire que la fenêtre d'affichage que l'on va retrouver dans notre enregistreur, ce sera 239 secondes. Mais si maintenant je voulais utiliser le maximum de du buffer, je pouvais très bien mettre ici par exemple 480, ce qui aurait donné donc une fenêtre de 480 secondes. Si maintenant on voulait avoir un affichage non plus à la seconde mais à la minute, eh bien on mettrait ici en multiple 60, donc 60 fois 1 seconde, on aura bien 60 secondes, donc 1 minute, et donc on aurait 239 minutes cette fois. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur cet objet. Donc on retrouve également donc un DSTrend associé ici à la variable AV2. Voilà. Alors, que dire de plus? Donc concernant l'architecture plane, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Alors, maintenant, pour permettre donc notamment de faire varier nos variables ici, pour les voir bouger au niveau des courbes, j'ai réalisé donc deux synoptiques qu'on le retrouve ici. Donc, il y en a un qui s'appelle machine 1, l'autre machine 2. Donc, au niveau des synoptiques, on va retrouver simplement donc ici des sliders. Voilà, j'ai mis 10 sliders ici, associés à un champ de valeur ici. Donc, j'ai mis également donc deux boutons ici pour permettre d'ouvrir les graphes, à la fois le train 1 ici et le train 2. Alors, concernant le paramétrage de ces boutons pour ouvrir, c'est tout simple. On va définir au niveau de la propriété action, on va cocher donc la propriété commande ici, ce qui va nous rajouter une ligne commande ici dans lequel on va écrire open trend et le nom complet donc de notre graphe. Et le graphe il se trouve ici. Donc c'est planned machine 1 trend 1. C'est le nom que l'on retrouve ici. Et même chose pour le bouton trend 2, pareil, en action commande et dans la ligne de commande on va écrire open espace trend
espace, et plein le nom donc de notre objet enregistreur Trend2 qui se trouve ici. Alors, j'ai également paramétré les champs AV1 et AV6 avec des pop-up menus. Alors ça, c'est aussi une chose intéressante, on va le voir tout à l'heure. Donc, pour faire ça, eh bien, il faut maintenant dans Action, au lieu de sélectionner commande comme on vient de le faire précédemment, on va sélectionner pop-up menu. Donc là, vous avez une ligne pop-up menu référence object qui va apparaître. Et ici, on va donner comme nom eh bien, le nom de l'objet qui fait référence donc à cette valeur. Et ici, donc, c'est le nom de l'enregistreur Trend1 qui est ici. Et c'est tout. Voilà. Ensuite, donc même chose pour le ici donc pour AV6, pareil, pop-up menu. Et là, par contre, je fais référence au deuxième enregistreur qui est ici. Voilà. Hein, ce que je rappelle donc que les 5 dernières variables sont affectées au trend numéro 2. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire sur celui-là. Voilà. Alors, je ferme ici. Le deuxième synoptique est encore plus simple parce que là c'est simplement deux variables avec deux sliders. Même chose, hein, ici j'ai également défini des pop-up menus et là je fais référence donc à l'objet trend, ici AV1 trend, hein, que j'ai placé donc ici dans la propriété donc pop-up menu référence object. Hein, et même chose pour le deuxième champ ici, pour le pop-up menu donc du deuxième champ. Cette fois-ci, il s'agit bien sûr donc du deuxième DS Trend ici. Ok. Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Pour le moment, non. Donc on va passer maintenant donc, aux essais de notre projet. Ok. Alors, on va démarrer le runtime. Alors, faut pas s'inquiéter s'il y a du rouge au départ, hein, évidemment, il faut lui laisser le temps de se connecter à la base de données. Voilà. On va démarrer l'environnement opérateur. Ok. On va mettre ici. Alors, on va commencer par les DS Trend Curve. Pardon. Alors, donc, je démarre mon premier petit synoptique. Je vais réduire un tout petit peu. Et que je vais mettre ici. Alors, pour ouvrir donc les vues d'enregistreur, il y a plusieurs possibilités. Donc, première possibilité, en utilisant la fonction intégrée donc, du bandeau opérateur, donc fonction, curve, trend. Et vous avez ici donc la trend list, hein, donc la liste de tous les trends que vous avez donc paramétrés dans votre projet. Donc on va par exemple ouvrir le premier, donc trend 1, et on l'ouvre. Voilà. Donc vous avez ici la vue de votre trend. Donc vous avez donc ici les différentes voies. Donc vous avez la possibilité de mettre des unités aussi, hein, ça c'est dans le paramétrage donc de la variable de type AV là. Donc vous avez ici les 5 variables donc, que j'ai affectées, plus la variable de temps qui apparaît également ici. Alors observez ce champ ici, hein, qui correspond en fait ici, les champs qui sont là correspondent donc au curseur. Donc observez ici donc le champ qui est ici. Lorsque je me balade avec la souris donc sur l'écran de l'enregistreur, vous voyez donc que le champ se met à jour au niveau du temps ici. Hein. Donc sur cet enregistreur, on avait déclaré donc une base, enfin une période de temps donc de 200 secondes. Donc si je vais jusque là, j'obtiens effectivement ici à la fin 199 secondes en fait à peu près, donc 200 secondes ici. Et donc vous pouvez vous déplacer ici. Vous voyez ce que j'ai fait, j'ai sélectionné donc le carré qui est en bas ici, qui permet donc de me déplacer dans la totalité donc de l'espace-temps que j'ai défini pour mon enregistreur ici. Alors, on va commencer par exemple par activer quelques variables. Hop, ici, on va mettre ici, et on va mettre là, et on va mettre ici. Voilà. Donc vous voyez ici les variables donc, qui se sont
hein, que l'on voit apparaître ici. Donc ici vous avez les échelles. Alors on voit pas vraiment très bien, c'est un peu dommage. Hein. Donc ici on voit bien, c'est une échelle 0,100 pour le premier, 0,10 ici, là aussi, 0,100 ici et 0,50 ici. On voit pas très bien le 50 là. Hein. Alors bien sûr vous avez la possibilité, en décochant ici, d'enlever eh bien, les plumes, hein, ou au contraire donc bien sûr de les rajouter. Voilà. Donc vous voyez ici, hein, on avait mis donc une base de temps à 1 seconde. Donc vous voyez, toutes les secondes, la courbe donc avance ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des échelles ici, vous avez la possibilité éventuellement de les modifier. Donc vous cliquez ici sur Scale, vous mettez par exemple une autre valeur. Vous pouvez éventuellement même la sauver, hein, ce qui permet donc de garder en mémoire pour la session donc en cours de votre projet, et vous validez, vous avez l'échelle donc qui se met à jour. Alors sur ces objets donc DS Train Curve, j'avais expliqué également en début de tuto, donc il y avait une fonction de freeze qui permettait donc de prendre une photographie de la finalement de l'enregistreur et de pouvoir ensuite naviguer dans cette photographie pour faire une analyse plus précise des courbes. Alors cette fonction donc c'est ici l'icône représentée par donc un appareil photo là, hein, qui fait donc ce qu'on appelle un snapshot. Alors je précise que ce snapshot ici, il n'est valable que dans la période de temps qu'on a définie. Donc ici on part de 0 jusqu'à 200 secondes. Donc si j'appuie sur snapshot ici, vous voyez qu'il y a un autre écran qui apparaît ici, qui n'est plus en temps réel. Là on est maintenant sur sur une vue historique quelque part, hein, mais uniquement pour la période qu'on a définie pour l'enregistreur. Alors vous inquiétez pas, ici c'est un petit bug ou petit problème graphique, hein, c'est pas très gênant ça. Voilà, hop, il suffit de cliquer sur le bouton de rafraîchissement et ça se remet à jour là. Donc après vous définissez par exemple ici votre période, on va mettre sur 10 minutes, et voilà, et vous voyez ici donc le début de montée des variables quand on a commencé la manip. Et là vous pouvez donc venir vous placer ici. Là par contre vous avez l'horodatage complet qui apparaît ici, ce qui n'est pas le cas dans la vue, c'est un peu dommage d'ailleurs. Dans la vue temps réel on ne voit apparaître que une valeur en secondes, alors qu'ici dans la vue snapshot on a accès ici à un horodatage complet. Et donc bah, ici en plaçant votre index de souris, enfin le curseur de la souris pardon, sur les courbes, là on peut avoir un accès direct donc à l'horodatage et bien sûr à la valeur hein, des courbes, à la valeur des variables. Alors autre petite remarque également, vous constatez que ici sur la vue temps réel les descriptions apparaissent, hein, j'avais mis des descriptions ici avec des repères process, et on constate que ici malheureusement sur la vue snapshot les descriptions ne sont pas reprises. Donc ça c'est un peu gênant aussi, il faudrait que je le signale également à l'équipe de développement. Ce qui est peut-être préférable de faire par rapport à ce que j'ai fait ici où j'avais nommé mes variables AV1, AV2, etc. Ce serait plutôt de nommer vos variables directement avec le repère process de vos instruments. Comme ça au moins vous les avez ici hein, directement, notamment sur la vue de snapshot ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette vue? Pour l'instant, rien. Voilà. Donc ça permet effectivement de faire une analyse plus précise d'un événement, par exemple, pour pouvoir analyser des courbes. Alors, je reviens sur la vue temps réel. Autre petite remarque. Oui, alors, remarque importante par contre. Alors ça, je l'ai remarqué en ayant fait des essais. J'ai remarqué que si jamais... Alors, je vais revenir donc sur la programmation de nos variables ici. Si je prends par exemple l'AV1 et que je prends les attributs de cet AV1, donc vous constatez que ici vous avez un attribut, bon, actual value, ça c'est la valeur actuelle bien sûr de la variable, et vous avez également un attribut qui s'appelle initial value, qui par défaut est mise à 0. J'ai remarqué que si on laisse cette valeur initiale à 0, lorsque l'on affiche le graphe, donc l'enregistreur où est affectée donc cette variable, où sont affectées les variables ici, ça crée des problèmes au niveau de l'affichage ici des échelles ici. Elles ne se fixent pas correctement.
Et donc, par contre, si l'on met une valeur différente de 0 ici au niveau de initial value, alors vous pouvez mettre 0,1 ou 0,01 comme vous voulez. Une fois qu'on a fait ça, par contre, dès qu'on ouvre l'enregistreur, les échelles se fixent ici correctement. Donc pensez éventuellement donc, à placer une valeur différente de 0 donc, sur cette initial value, au moins vous n'aurez pas de souci d'affichage au niveau des échelles ici. Là. Alors, autre remarque, si vous cliquez maintenant dans cette fenêtre ici, je vais cliquer une fois, vous voyez qu'il y a ici un espèce d'index, en fait ça c'est les marqueurs, hein. C'est les marques qui sont ici là, marque 1 et marque 2. Vous voyez apparaître ici donc deux triangles qui pourraient permettre éventuellement donc de déplacer un trait que l'on voit apparaître ici pour pouvoir donc se déplacer dans le graphe et voir afficher ici donc les valeurs au niveau des champs là. Alors je ne vais pas le faire, pourquoi? Parce que ça plante. Ça plante l'environnement opérateur, ça ne plante pas le runtime, mais ça plante l'environnement opérateur. Alors je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est dû au fait que j'utilise comme distribution Linux Mint et non pas Ubuntu. Parce qu'il faut savoir quand même que initialement donc ProView a été prévu pour fonctionner sur Ubuntu, pas sur Linux Mint. Linux Mint est une distribution dérivée d'Ubuntu. Donc il se peut qu'il y ait quelques petits problèmes peut-être de compatibilité avec Linux Mint. Donc si jamais je sélectionne ici, donc si je clique avec le bouton gauche de ma souris pour essayer de déplacer ces index, en fait ça plante l'environnement opérateur. Donc je ne vais pas l'utiliser. Par contre ce qui fonctionne c'est en cliquant simplement, hein, juste uniquement en cliquant sur le graphe vous pouvez déplacer le marqueur. Hein, ce qui permet éventuellement de faire des mesures précises sur vos courbes, hein, mais c'est tout. Hein. Autrement, donc je vais pas. Donc là aussi, s'il y a des utilisateurs qui ont fait la manip, qui vont tester cette manip éventuellement sur un environnement Ubuntu, s'ils pouvaient me renvoyer un retour pour me dire si ça plante ou pas sur leur configuration, ça pourrait m'intéresser également. Voilà, donc je vais pas l'utiliser. Je souhaitais juste faire cette remarque, mais je ne vais pas utiliser donc cette fonction. Ok, donc ça c'était le premier trend, hein, le trend numéro 1, qu'on a ouvert à partir donc ici de la fonction ici curve et des trend list ici. Alors, deuxième possibilité pour ouvrir le graphe, c'est effectivement d'utiliser les boutons qu'on avait programmés ici. Donc si j'appuie sur trend 1 ici, j'obtiens le même graphe, exactement le même graphe bien sûr. Petite différence cependant, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le titre de la fenêtre ici. Alors là aussi j'attends le retour de l'équipe de développement de ProView, je ne comprends pas pourquoi ici n'apparaît pas le nom complet de la fenêtre, hein, ça apparaît tout simplement trend. Alors que tout à l'heure lorsqu'on a utilisé fonction curve ici et qu'on l'ouvre à partir de la trend list, là on a le nom complet du graphe qui apparaît ici. Voilà, bon, je ne saurais pas expliquer pourquoi en utilisant une commande sur un bouton, il n'y a pas le nom du trend. Donc ça c'est la deuxième possibilité, donc en utilisant un bouton. Et en utilisant donc le pop-up menu que je vous ai parlé tout à l'heure, donc on a programmé donc sur le champ de valeur ici de AV1. Donc vous voyez que quand je passe le curseur de la souris dessus, vous voyez qu'il y a une petite main qui apparaît. Ça veut dire qu'il y a donc un pop-up menu de programmer sur ce champ de valeur. Donc je fais un clic droit et j'appuie ici sur Trend et j'obtiens également donc l'affichage de mon enregistreur. Alors ici avec également le nom et cette fois-ci encore même plus complet parce qu'on a même le numéro du volume qui apparaît ici. Voilà. Alors donc ça c'était pour le premier trend. Et bien je vous propose maintenant de regarder le deuxième que l'on va ouvrir par exemple par le pop-up menu de AV6. Ok. Alors par contre vous voyez qu'ici l'échelle de temps est différente. Hein. Ici on avait programmé donc une échelle de temps jusqu'à 5000 secondes. Alors, si je vais complètement jusqu'à la fin, on voit bien qu'il y a un petit 5000 qui apparaît ici là. Alors vous allez voir que le comportement de cette fenêtre du coup est très différente. Lorsque je vais maintenant donc augmenter par exemple une valeur, je vais essayer de l'augmenter relativement doucement pour qu'on puisse voir l'évolution. Vous voyez apparaître sur la partie gauche, vous voyez donc déjà apparaître les valeurs, hein, les courbes là. Donc je vais augmenter encore un peu ici. Voilà. Celle-ci on augmente. Et ici aussi.
Voilà. Donc vous voyez qu'ici, la courbe se déplace de façon beaucoup plus lente que précédemment. Évidemment, on n'est plus dans les mêmes, dans la même quantité dans la même base de temps ici, enfin la même période de temps plutôt, qu'on a programmé ici sur ce graphe. Alors, autre petite remarque également concernant ici. Le champ ici de valeur, qui est donc le déplacement du curseur. Alors, on peut se faire avoir, moi je me suis fait avoir une fois, donc c'est pour ça que je préfère le préciser également ici. Si jamais vous mettez donc votre curseur de souris au milieu de cette fenêtre et que vous quittez cette fenêtre soit par le haut, soit par le bas, soit par la gauche, en fait, le champ de valeur ici, vous voyez, il s'est arrêté à l'endroit où j'étais quand j'ai quitté la fenêtre. Donc c'est un peu embêtant parce que ce qui veut dire que les valeurs qui sont affichées ici, ce ne sont pas les valeurs en temps réel en fait. Vous constatez qu'elles sont figées à 0,1 pardon, qui est donc la valeur initiale que j'avais fixée pour les variables ici donc de AV6 à A10. Donc si vous souhaitez avoir en permanence ici les valeurs, ce qui est quand même plus sympathique, parce que les valeurs en temps réel ici, pensez à quitter votre graphe par la droite ici, de façon à ce que l'axe des temps ici soit à 0. Et là vous constaterez que lorsque je modifie donc une variable ici par exemple, vous constatez que les variables qui sont affichées ici dans le champ, c'est bien la variable temps réel en fait. C'est la valeur temps réel de nos variables qui sont affichées ici. Ce qui est quand même plus sympathique. Voilà. Alors, que dire de plus donc sur cet objet-là, rien de plus à dire par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Alors, par contre, maintenant, par exemple, vous souhaitez avoir une vue historique de vos variables. Pour l'historique, les vues d'historique, il faut retourner dans Fonction, Curve, Process History. Et là, vous allez avoir donc la liste de toutes les variables qui sont historisées. Et là, vous choisissez donc votre variable. On va prendre par exemple la première. On fait OK. Et là, par contre, vous obtenez donc une vue ici qui n'est pas en temps réel. C'est une vue d'historique. Où là, vous pouvez après vous déplacer donc ici dans l'espace de temps ici donc défini par la fenêtre du bas. Et ici, on est défini donc 1 heure. Après, vous pouvez éventuellement changer ici la période de temps. Et vous voyez, ici, vous avez des variables. J'ai fait des essais précédemment. Donc, vous voyez, je remonte là jusque, c'était même hier. Vous voyez, hier jusqu'à 19h30. Hier, à 20h30, j'avais fait des essais, etc. Voilà. Donc ça, c'est la vue historique. Donc, pour une variable. OK. Alors, je ferme. Très bien. Alors, une autre petite fonction aussi, je ne sais pas si elle est fortement intéressante. Alors, juste à préciser, vous voyez que ici, je vous avais dit donc on pouvait mettre jusqu'à 10 variables par enregistreur. Alors, j'ai fait des essais avec 10 variables. Ça devient assez vite le bazar quand même. Donc je me suis rendu compte que finalement 5 variables par enregistreur c'était déjà pas si mal. Par contre, il y a une fonctionnalité qui peut peut-être intéresser certaines personnes, c'est que vous avez la possibilité, donc sans arrêter votre application, donc de rajouter des voix supplémentaires à cet enregistreur. Alors comment est-ce qu'on va le faire? On va simplement aller dans le navigateur ici, donc on y accède en cliquant sur cette icône. On va ensuite naviguer donc dans l'arborescence et on se dit tiens, j'aimerais bien rajouter par exemple les voix du DS Trend Curve, enfin de l'enregistreur Trend 1. Donc je sélectionne Trend 1, je vais ici sur le bouton Add et vous voyez que je viens de rajouter au Trend 2, je viens de rajouter les voix du Trend 1 que vous allez retrouver ici. Alors vous voyez donc 10 voix sur un seul enregistreur, voilà, bon c'est discutable, ça peut devenir assez vite le bazar effectivement. Alors ça c'est valable uniquement pour
la session, hein, pour l'instance d'ouverture de ce graphe. C'est-à-dire que si maintenant je ferme ce graphe, le train 2, je vais le fermer, je vais le rappeler à nouveau, et là vous voyez que je retrouve, hein, les 5 voies qu'on avait donc, que j'avais définies donc dans la programmation donc du projet. Hein. Donc les 5 voies qu'on a rajoutées précédemment, elles sont disparues ici. Alors je vais tenter quelque chose que je n'ai pas encore essayé, savoir est-ce qu'on peut rajouter une DS Trend. On va voir, est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Hein, donc en fait, effectivement, vous ne pouvez rajouter que des voies supplémentaires en provenance du même type d'objet, hein, d'un DS Trend Curve. Hein. Voilà. Bon, bah, je pense que sur le DS Trend Curve, je pense qu'on a à peu près tout dit. Voilà. Donc je vais le fermer. Je vais fermer ce synoptique. Et on va tester maintenant les DS Trend. Donc ici, bah, c'est pareil, j'avais donc programmé un accès par pop-up. Hein, donc je l'ouvre. Et donc vous constatez qu'ici, il n'y a qu'une seule voie. Hein. Ici, donc j'ai sélectionné le DS Trend donc de la voie 1 qui est appareil ici. Donc il n'y a qu'une seule voie. Donc ici, je vais modifier les valeurs. Donc vous voyez qu'ici, on avait une base de temps donc à la seconde et on avait programmé donc 239. Alors non, pas exactement. Non, non, non. On voit bien les 480. Pardon, excusez-moi. Autant pour moi. Alors, donc on retrouve effectivement les 480 valeurs donc du buffer interne, hein, de ce type de graphe qui apparaît ici. Donc on a bien 480 valeurs qui apparaissent ici. Hein. Voilà. Mais c'est donc échantillonné ici, enfin en tout cas c'est rafraîchi ici à la seconde. Hein. Qu'est-ce que je dirais ici? Donc vous voyez qu'ici par contre on n'a pas de fonction de snapshot, hein, sur ce type de graphe. Alors par contre ce graphe là il a une particularité, c'est que ici par contre on va pouvoir rajouter autant de voies que l'on veut ici, en provenance d'un autre DS Trend. Je prends par exemple, je sélectionne donc ici le DS Trend de la voie de la variable AV2, donc je le sélectionne et je l'ajoute. Et vous voyez qu'il vient de se rajouter ici en voie supplémentaire. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut même en ajouter autant qu'on veut. Hein. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, sauf la limitation, c'est simplement que vous êtes limité en fait à 11 voies affichables ici. Alors, si vous essayez d'afficher une 12e voie, il va vous répondre que vous êtes arrivé au nombre maximum de voies affichables. Voilà. Bon, c'est une fonctionnalité qui peut éventuellement être intéressante. Donc là c'est pareil, hein, ça, cet ajout de voies ici supplémentaire n'est valable que pour l'instance de votre graphe ici. Si vous fermez le graphe et que vous le rappelez, vous retrouvez bien sûr la voie, hein, à laquelle était affectée, qui avait été bien sûr affectée ici. Hein. Eh bien je pense qu'on a fait le tour, donc pour la partie démonstration je vais en rester là. Donc bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un petit message donc, sur ma chaîne. Ok, et donc je ferme le projet. S'il veut bien fermer. Hop, voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous donc sur les prochains tutos.